campagne à l'élection présidentielle, François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Cette fois-ci, ça y est, vous êtes dans l'engrenage de la campagne présidentielle, chose que vous n'aviez pas réussi à enclencher il y a 5 ans, faute de parrainage. Vous n'avez pas forcément choisi la meilleure des campagnes, hein. Pourquoi ? Les affaires, le climat détestable. Ah oui, vous voulez dire la campagne des autres. Vous savez, moi je ne m'occupe pas trop des autres candidats. Moi j'essaye de hausser le niveau de la campagne. D'ailleurs, je pense que les journalistes m'ont découvert à l'occasion de cette campagne, et de plus en plus. Ils ont découvert notamment que le samedi dernier, le 25 mars, nous avons réuni quand même 6500 personnes. Je dis bien 6500. Il y avait 5500 chaises qui étaient toutes pleines, et il y avait en plus de ça plusieurs centaines d'autres personnes ailleurs. 6500 personnes porte de la Villette, dans un endroit où le Parti Socialiste, pour la Belle Alliance Populaire, le 3 décembre dernier, avait eu à peu près 2200 personnes. C'est-à-dire qu'on a réuni 3 fois plus que le Parti Socialiste. Alors, vous dites juste, présentez-vous François Asselineau. On vous connaît pas. Qui êtes-vous? On dit de vous que vous êtes ni de gauche, ni de droite, souverainiste, villieriste, complotiste. Je ne suis pas villieriste. J'ai rencontré M. De Villiers une fois dans ma vie. En fait, je suis un haut fonctionnaire d'origine. J'ai été dans les allées du pouvoir et même au cœur du pouvoir, puisque j'étais dans des cabinets ministériels dans le gouvernement Balladur, auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. C'était sous la cohabitation avec François Mitterrand. Et puis j'ai été notamment auprès du ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, dans le gouvernement Juppé II, sous Jacques Chirac. Ensuite, j'ai été nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy, parce que en général, les gens qui ont travaillé avec moi et mes supérieurs hiérarchiques et des ministres ont considéré que j'avais une capacité d'analyse significative, une capacité de voir loin, de voir à l'avance les événements qui allaient se produire. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après ce passage en cabinet ministériel, j'ai acquis la conviction que la France allait dans le mur, et que en réalité les Français ne s'en rendent pas compte, mais nous sommes dirigés par des élus qui n'ont pas le vrai pouvoir. Tous les vrais pouvoirs émanent de 3 institutions: la Commission européenne à Bruxelles, qui applique des traités européens auxquels, par l'intermédiaire de ces traités, on a retiré aux Français leur pouvoir souverain dans de très nombreux domaines. Ça, vous n'êtes pas le seul à le dire. C'est vrai. La Banque Centrale Européenne à Francfort, qui gère l'euro et qui fixe notamment la politique monétaire, budgétaire. Et puis l'OTAN, depuis Washington, qui fixe notre politique en matière diplomatique et militaire. Alors vous avez raison, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan le disent. Mais la différence entre ces 3 personnalités et moi, c'est que moi je vais au fond des choses, comme disait Charles de Gaulle, et j'en tire les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il faut arrêter de proposer, comme ils le font eux, de renégocier des traités, parce que les traités, ça se renégocie à l'unanimité des États membres. C'est-à-dire qu'il faut 28 gouvernements et ensuite 28 peuples pour changer une virgule. Et si les traités sont comme ils sont, si l'Europe est comme elle est, ça n'est pas par inadvertance. C'est parce qu'il y a eu 60 ans de négociations, de marathon à Bruxelles, de crise de la dernière chance, etc., etc. Et donc, en fait, tous les États ont été obligés de céder des éléments très importants de leurs intérêts nationaux. Mais ça veut dire que l'idée de l'Europe au départ, celle des années 50, elle était bonne ou pas du tout? Écoutez, elle a eu des effets positifs. Moi, la première fois que j'ai voté, vous savez, j'étais étudiant à HEC, j'avais voté pour la liste de l'UDF en 1979 pour les premières élections européennes. J'étais un Européen convaincu, comme on dit. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, c'est une utopie qui ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc on a des politiques qui sont imposées et qui, en fait, je suis désolé de le dire, mais virent à la dictature. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de peuple européen? Parce que c'est vrai. Mais comment est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous l'argumentez? Allez dire, par exemple, allez vous balader en ce moment en Grèce et demandez aux Grecs s'ils forment le même peuple que les Allemands. Vous allez voir comment vous allez être reçus. Là, vous prenez 2 extrêmes, oui, évidemment. ou allez demander aux Polonais ce qu'ils pensent des Allemands. C'est-à-dire que moi, je suis pour la paix des ménages, je suis pour la paix dans le monde, et je suis notamment pour le règne du droit international et de l'Organisation des Nations Unies. Moi, je ne veux pas sortir des Nations Unies, je veux rester et même approfondir le pouvoir de l'ONU. Donc, je veux, en revanche, forcer des peuples à avoir, comme c'est actuellement le cas, la même monnaie. Cette affaire d'euro, vous savez, va finir par exploser. C'est pas moi qui le dis. Vous avez beaucoup de prix Nobel d'économie qui le disent. Va finir par exploser dans un feu d'artifice général. En ce moment, c'est en train d'entraîner la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal à la ruine et les Français à l'appauvrissement massif. Donc voilà. Vous dites le Frexit, la fin de l'Union européenne, la fin de l'euro, la fin de l'OTAN.
pas la fin de l'OTAN nécessairement. Moi, je propose que les Français sortent de l'OTAN. Je suis le seul candidat. Parce que Mme Le Pen, par exemple, ou M. Dupont-Aignan proposent de sortir du commandement militaire intégré. Mais le problème, c'est que les traités européens, l'article 42, pour être précis, du traité de l'Union européenne, place la diplomatie, la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne sous la tutelle de l'Alliance Atlantique, sous la tutelle de l'OTAN. Moi, je veux que que les Français retrouvent leur souveraineté, leur indépendance nationale, c'est-à-dire, comme disait Charles de Gaulle, l'indépendance nationale, c'était synonyme de démocratie. La France, étymologiquement, ça veut dire le pays des hommes libres. France, c'est ça que ça veut dire. Et je me permets de souligner, je l'ai déjà dit ailleurs, actuellement, on se trompe d'élection. Actuellement, les débats, les responsables politiques font comme si nous étions pour les élections législatives qui vont arriver au mois de mai. Pourquoi vous dites ça ? Parce que les élections législatives, qui auront lieu en mai-juin, auront pour objectif d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, d'où sortira un gouvernement qui appliquera une politique en matière économique, sociale, de santé, d'éducation, etc. Enfin, il vaut mieux avoir un président qui puisse gouverner. Oui, mais attendez, le président de la République, il a d'autres pouvoirs que le Premier ministre. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de Premier ministre. En France, il y a un président de la République qui a des pouvoirs spécifiques qui sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. Et l'article 5 est formel. Le président de la République doit être un arbitre. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est aussi la clé de voûte de la nation. Vous savez très bien pourquoi est-ce qu'on a renforcé les rôles du président. Et le président de la République, c'est l'article 5, qui est un article essentiel. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc moi, je pose le problème là où il doit être posé. Ce qu'on demande au président de la République d'abord, c'est comment il va assurer l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, c'est-à-dire l'unité nationale. C'est ça les vrais sujets de l'élection présidentielle. Et donc c'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité de ne pas plus attendre maintenant, de sortir de l'Union européenne par l'article 50, comme le font les Britanniques. Mais je fais pas ça par ringardise, par nostalgie, je fais ça pour sauver notre pays. Actuellement, vous savez très bien que la France est en voie d'appauvrissement général. Notre patrimoine public et privé est vendu à l'encan. Les avantages de la sortie de l'Union européenne sont tout à fait considérables. Malheureusement, on n'a jamais le temps d'aborder ces sujets. C'est un peu dommage. François Asselineau, je veux bien vous parler de la sortie de l'euro, vous parlez de la sortie de la zone euro, mais on sait très bien que si on abandonne l'euro, et ça tous les économistes le disent, de l'économiste de la droite à l'économiste de la gauche, tout le monde le dit, tout le monde a fait le calcul, c'est la faillite assurée. Absolument pas. Alors ça, je peux vous montrer des quantités d'autres analystes, par exemple Jacques Sapir, ou par exemple notre responsable chargé des questions monétaires à l'UPR, Vincent Brousseau, qui est quelqu'un qui est normalien, qui est docteur en mathématiques, docteur en économie, qui a passé 15 ans à la Banque Centrale Européenne et les 6 dernières années, avant d'en démissionner, au service de la politique monétaire. Eh bien, nous avons avec notre mouvement politique, je pense, l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro. Je vais vous parler, par exemple, vous savez que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on dit. En fait, tous les États ont conservé leur monnaie nationale, sauf que cette monnaie nationale, elle s'appelle euro, et elle peut s'échanger au taux de 1 pour 1 avec les autres. Ça paraît un détail. En fait, c'est absolument capital, parce que ça veut dire que si vous avez, mettons, 1000 euros sur votre compte bancaire à Paris, c'est 1000 euros de créance sur la Banque de France. Si vous les transférez, et vous avez le droit de le faire, si vous les transférez dans une banque à Berlin, vous aurez toujours 1000 euros, mais cette fois-ci, ce sera 1000 euros de créance sur la banque allemande, la Bundesbank. Et évidemment, alors, ça n'a pas la même valeur. Ça veut dire que le jour où l'euro explosera... Vous devriez prendre l'exemple avec les drachmes. Oui, en tout cas, absolument. Voilà, vous avez tout compris. Mais vous savez ça, il y a très peu de gens qui le savent. Ceux qui le savent, ce sont... mais parce que c'est juste interbancaire. Mais on ne peut pas l'appliquer. Les grandes fortunes des pays du Sud, les grands groupes industriels placent tout leur argent en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle l'euro va finir par exploser, puisque l'euro est une espèce de malade. La zone euro, c'est comme un malade qui aurait une maladie inconnue, une maladie orpheline, où le sang remonterait tout le temps à la tête et les membres seraient tout le temps glacés. On injecte des liquidités dans les pays du Sud, ils reviennent très rapidement se placer en Allemagne. L'Allemagne, la Bundesbank a vu arriver à l'actif de son bilan plus de
de 800 milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du Sud. Les Allemands veulent sortir de l'euro et vous allez voir ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. François Asselineau, on vous réinvitera à ce moment-là, ou peut-être que vous serez déjà président de la République. On vous entend rarement sur les retraites, sur les impôts. On a entendu les retraités là dans le journal de 22h qui disaient voilà, on n'a pas assez, on est grands-parents. S'agissant des retraites, premièrement, j'ai pris l'engagement dans mon programme de constitutionnaliser le principe des retraites par répartition, parce que je ne veux pas qu'on joue les retraites à la bourse des gens. Et deuxièmement, je veux qu'on assure un minimum absolu de retraite pour sauver de nombreux Français, notamment en zone rurale, qui sombrent dans l'indigence. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait, d'ailleurs on l'apprenait, vous avez raison, ces jours-ci, qu'il y aurait plus d'1 million de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Moi je ne veux pas qu'il y ait des anciens, nous seniors, qui soient en dessous du seuil de pauvreté. Il faut qu'il y ait un minimum mensuel de retraite qui soit servi à tous les Français, quelle que soit la durée de cotisation, qui devrait être aux alentours de 900 à 1000 euros par mois. François Asselineau, pourquoi nationaliser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Engie, Orange, les autoroutes, l'AFP, TF1 ? Là, c'est plus Mitterrand, c'est Brejnev. Non, pas du tout. Il s'agit, le programme commun de la gauche allait beaucoup plus loin. Dans toute la liste que vous avez citée, la grande majorité sont encore nationalisées. EDF, GDF, etc. sont encore très largement nationalisés. La SNCF aussi, la Poste également. Quand on lit ça, on a l'impression que vous voulez les nationaliser à 100%. Non. Il s'agit de les garder dans le giron public. Et si je le dis, c'est parce que beaucoup de Français, et la majorité, je pense, en tout cas des Français, souhaitent à conserver des grands services publics à la française parce qu'ils estiment que l'État doit assurer la justice et l'égalité sociale entre les Français. Alors, c'est vrai que j'y ajoute TF1, parce que Pourquoi TF1 TF1 était une entreprise publique, vous savez, sous Mitterrand. Oui. Elle a été privatisée avec un cahier des charges culturelles qui n'a jamais été rempli. Et vous savez, il n'y a pas besoin de parler de Brejnev. Regardez les Royaumes-Unis ou le Japon. BBC One ou la NHK sont des sociétés, les premières chaînes de télévision. Il y a France Télévisions. Oui, mais moi, je ne veux pas nationaliser iTélé, enfin CNews, BFM TV, etc. Mais TF1, c'est un cas très particulier parce que c'est la chaîne la plus regardée des Français. Je ne souhaite pas que TF1 soit possédée par des intérêts privés. Je veux faire de cette chaîne de télévision... Peut-être qu'elle sera plus aussi regardée le jour où elle sera plus oui, mais justement, moi je en train de diffuser les programmes qu'elle diffuse. Mais je voudrais faire de cette chaîne de télévision une chaîne de télévision interactive où les Français puissent choisir les programmes qu'ils veulent, également aussi les responsables politiques qu'ils voudraient voir, et puis aussi quel est un rôle culturel d'ouverture d'esprit sur l'ensemble des civilisations du monde et pas uniquement des séries américaines. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci à vous.